UFC London ce week-end à Spinal Volkov, une carte particulièrement chargée pour un UFC Fight Night, messieurs. On est ravis d'être ensemble, on va tout vous décrypter avec Chris, avec Big Rusty. Est-ce que vous êtes chaud? Super chaud. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. UFC London ce week-end, franchement, la carte est très sympa. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, mais il y a du prospect, il y a des véritables stars, il y a aussi des stars en devenir également. Donc, mais en tout cas, on voit que l'UFC met les petits plats dans les grands pour le grand retour de l'organisation à Londres. Peut-être commencer par Jay Herbert contre Ilia Topuria, qui est pas mal comme combat, et on se posait la question, je crois qu'on en avait parlé en off avec Chris, c'est que Herbert, depuis sa signature à l'UFC, clairement, zéro cadeau pour ce pauvre homme. Il prend que des gros noms. Le mec refuse rien et c'est assez particulier parce que généralement, quand l'UFC signe un champion du Cage Warriors, ils essayent de le monter progressivement. Et là, ça fait 2 champions du Cage Warriors à qui ils font pas de cadeau. Il y a Mason Jones et là, il y a Jay Herbert aussi qui prend que des gros noms et Ilia Topuria. Ouais, c'est pas un cadeau. Vraiment pas un cadeau. Ouais, parce que Ilia Topuria, on en parlait récemment, du coup avec toi Chris, mais c'est vraiment ce gars-là, c'est du très lourd et à suivre avec vraiment beaucoup d'intérêt, quoi. Vous pensez que c'est vraiment le futur ou que, parce que moi j'ai encore un petit peu de doute avec lui, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il ait affronté l'adversaire qui permette définitivement de se positionner, et qu'aujourd'hui il y a un gros truc physique autour de lui aussi, mais parce que il a pas eu cette rencontre entre deux prospects. Alors moi, j'ai, on va dire des infos à part, puisque je connais très bien Ilia Topuria, je suis obligé de dire ancien athlète, puisque je ne suis plus coach, mais un de mes athlètes, quand je coachais, l'a combattu pour le titre du Cage Warriors, et un de mes autres élèves a fait 2 training camps avec, et les deux ont dit qu'ils étaient jamais tombés sur quelqu'un qui mettait autant de pression que lui au sol. C'est de l'ordre vraiment de l'incomparable. Et donc là, ça va être un peu particulier puisqu'il monte de featherweight en lightweight. Donc, on va voir comment ça se traduit. Mais un de mes combattants, c'est Donovan Desmae, qui est un lightweight. Et en tant que lightweight, il dit qu'il n'est jamais tombé sur quelqu'un qui a autant de force que lui au sol, alors qu'il s'entraînait avec lui pour un training camp contre Ryan Hall. Donc, quand il allait combattre encore en featherweight. Donc, ouais, il y a vraiment du potentiel. Et je peux dire que Donovan au sol, c'est pas le moins bon. Donc, je suis très impressionné quand j'entends ce genre de choses. Et il a un style qui est difficile à gérer. Il met la pression, il est tout le temps dans l'action, il est au boxing range, il utilise très bien les body shots, ce qui est sous-utilisé en MMA. Et comme je dis, c'est une vraie ceinture noire, une vraie ceinture noire au sol. Brian Boulan, qui avait combattu contre lui au Cage Warriors, m'avait dit il tourne avec des ceintures noires de temps en temps, mais pendant le combat, il n'avait jamais senti autant de pression dans le positionnement très simple. Donc, et il y a des choses aussi qu'on ne voit pas spécialement à l'écran et qu'on peut seulement sentir quand on combat ou quand on s'entraîne avec. Et là, Ilia Topuria a ce petit truc en plus qu'on ne voit pas à l'écran. Ouais, et je suis assez d'accord. Dans le sens, je n'ai pas toutes ces informations que tu avais à propos de son niveau, mais simplement en fait en me basant sur ce qu'il projette, même à l'extérieur de la cage. Il y a un truc spécial effectivement avec lui. C'est ce fameux X Factor dont on parle souvent, mais qui est très abstrait. Il a une confiance en lui qui est assez rare en fait finalement, parce que bien sûr, tous les combattants professionnels sont des êtres humains extraordinaires, parce que pour faire ce métier-là, il faut être extraordinaire. Et t'en as qui sont encore plus. Ils ont soit cette vision par rapport à ce qu'ils veulent, soit cette confiance en eux qui est mais genre inaltérable. Et Ilia Topuria, il a vraiment ce truc où tu te dis, enfin, t'as l'impression que dans sa tête, il est invincible en fait, et c'est vraiment très intéressant. Il en est à ce moment de sa carrière où il est en pleine bourre, en pleine montée, et ça fait penser, on le rappelle souvent, mais à tous ceux qui en sont là. Donc on parle, toute proportion gardée, de Khamzat Chimaev, de Darren Till quand il était sur sa montée invaincu. Il me donne un petit peu ce ressenti aussi, Ilia Topuria, et vraiment c'est pour ça que à suivre de très près, quoi.
Ça se ressent dans ses combats. Il n'a pas peur Ouais. il n'a pas peur de l'action, il n'a pas peur d'échanger. Alors, ça peut jouer contre lui, clairement, surtout face à quelqu'un comme Jay Herbert, qui a un excellent striking, une excellente gestion de la distance. Il a une allonge qui est incroyable pour cette division. Donc, ça va être assez intéressant d'avoir un Ilia Topuria qui combat pour la première fois en lightweight, alors qu'avant, en début de carrière, il était en bantamweight. Il va faire face à quelqu'un de grand qui sait gérer la distance. Mais là, c'est une vraie opposition de style. C'est-à-dire que je pense vraiment que Ilia Topuria peut s'installer dans le combat debout et gagner debout. Mais je crois que c'est vraiment dans son intérêt de chercher à aller au sol contre Jay Herbert. Et donc, on a une opposition de style qui sera intéressante pour l'un comme pour l'autre. Je pense que c'est dommage si Jay Herbert perd parce que son palmarès à l'UFC ne reflètera pas son niveau. Mais ouais, ça va vraiment définir où en sont les deux dans la division. Mais comme disait Guillaume, on va pas pouvoir encore réellement se positionner par rapport à qu'est-ce que ça donnerait face au top 10. Surtout pour Ilia Topuria. Jay Herbert, on a l'impression que s'il atteint un jour le top 10, ce sera le highlight de sa carrière. Je pense que Topuria a le potentiel d'aller plus haut que ça, mais on ne sait pas encore vraiment se prononcer dessus. C'est pour ça que le combat de l'UFC 270, c'est dommage que ça n'ait pas eu lieu. Mais messieurs, est-ce qu'on a les cotes pour ce combat-là? Ah là, Yes. ah là, Chris est toujours présent avec les codes. Donc Jay Herbert, Ilia Topuria. Attends. J'ai pas envie de te le dire en fait. J'étais sur Asselt, donc pour une petite pub pour le Glory. Alors, ça charge. Tap. Où est-ce que tu es? Ouf. Ah ouais, à ce point-là? Jay Herbert underdog à 3,95. Ilia Topuria ultra favori à 1,25. Alors quel pronostic maintenant, le pronostic la sueur concernant ce combat? Moi j'ai Ilia Topuria, soumission dans le deuxième round. Moi j'ai Ilia Topuria, soumission dans le premier round. Moi j'ai Ilia Topuria, TKO dans le deuxième round. Alright. Unanime sur Ilia Topuria. Réponse samedi. Ouais. Et je sais pas si du coup tu comptais faire la carte dans ce sens-là, Guillaume, mais juste au moins qu'on l'évoque. Il y a deux noms qui sont quand même, trois du coup avec Nathaniel Wood, mais qui sont vraiment intéressants et qui vont combattre. Il y a le premier, c'est Mohamed Mokaev. Tu sais, il y a. Oui, Rust, c'était prévu. C'est pour ça qu'on a commencé par Jay Herbert contre Ilia Topuria. Donc il y a également Mohamed Mokaev, puisque Rust là, voilà, part en vrille. Donc Mohamed Mokaev qui fait ses débuts à l'UFC. Vous le savez, c'est un véritable prodige du MMA. Vous le connaissez très bien si vous suivez le MMA amateur, multiple champion du monde de MMA amateur. Gros background en lutte pour ce monsieur qui a signé chez Paradigme Wow Sport, l'agence de management de Conor McGregor, et qui fait ses débuts à l'UFC face à Cody Durden, 12-3-1 en carrière. Messieurs, est-ce que là, ça va être l'occasion pour lui, justement, de montrer que il a les moyens de ses ambitions, à savoir ni plus ni moins que devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC? Rust. Puisque Rust mourrait d'envie d'en parler. Ouais, disons que ouais, vraiment, mais parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'on adore ce sport, il y a énormément de trames narratives différentes, et lui, vraiment, son arc narratif pour l'instant, c'est le prodige. C'est-à-dire que, alors là, il me semble 21 ans, je crois, un truc comme ça. Il a affiché clairement, comme tu l'as dit, son ambition de devenir, donc de battre le record de John Jones, donc qui était de 23 ans et 242 jours. Il veut battre ce record et devenir champion de l'UFC. C'est vraiment énorme, et il peut le faire. C'est-à-dire que là, ce qu'il a montré sur le circuit amateur, on sait en plus, on en parle assez souvent, mais que pour gagner sur le circuit amateur, il faut être très stratégique en fait. Ton intelligence de combat et certaines parties de ton game, en particulier la lutte, elles sont obligées d'être vraiment, vraiment au top. Et il est devenu champion du monde, et à un âge qui effectivement impose le respect. Surtout qu'on parle de quelqu'un qui est né en 2000, le 30 juillet 2000, pour être précis. C'est de la folie. T'imagines? Il y a des gens qui sont nés en 2000. Et voilà. Et après Non mais c'est incroyable, né en 2000, et il en est là, il est à l'UFC, il a affiché son ambition, il affronte Cody Durden. En plus c'est cool parce que du coup Cody Durden, tu sais, il y avait eu une espèce de bif parce que Cody Durden avait eu des déclarations qui n'avaient pas plu à Mokaev, et du coup il y a en plus de ça, voilà, la trilogie du banger commence à se mettre en place. Donc il y a vraiment des trucs qui sont très très intéressants dans ce combat. En plus Cody Durden qui est quand même un bon combattant lui aussi.
Et je suis très curieux de voir, comment est-ce que Mokaev, dont on connaît le degré de compétence, mais qui va continuer à progresser, il est encore à 6 ou 7 ans d'avoir son pic physique. C'est de la folie. Il est à 6-7 ans d'avoir son pic physique. Il a la bouche, entre guillemets, pour aller avec ses compétences, puisque du coup, il n'hésite pas à trash talker, il n'hésite pas Chris à avait prendre envie de les faire une devants. mauvaise blague, là. Non, du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, il y a tout qui est intéressant à propos de Mohamed Mokaev. Et là, vraiment, je suis très curieux de savoir, s'il va accuser le coup de la pression, parce que quand même, c'est son premier combat à l'UFC dans l'octogone. Même si il est champion du monde amateur, c'est pas la même échelle en termes de médiatisation, en termes d'impact médiatique et tous les combattants le disent. Leur premier combat à l'UFC, ça a été vraiment, vraiment. Tu as une pression que tu ne peux avoir nulle part ailleurs dans n'importe quelle organisation en fait. Donc, je suis très intéressant de savoir comment, avec un aussi jeune âge, il arrive à gérer cette pression-là. Est-ce qu'il arrive à s'exprimer autant? Quels sont les progrès qu'il a fait depuis ses autres combats? Parce qu'il va progresser probablement à une vitesse spectaculaire. Il y a tout qui est fascinant à propos de Mokaev et vraiment, ça va être... j'ai hâte, quoi. Je vous propose d'avancer, messieurs, à moins que Chris avait 2-3 petits points à ajouter. Non, mais t'as vraiment tout relevé. Je pense que ça va être intéressant parce que comme il est jeune, il base tout son style sur sa technique et il s'impose par la technique pour primer sur le physique. Et donc savoir que son physique va s'améliorer avec le temps et avec sa technique, ça va être très intéressant de voir ce que ça donne à l'UFC. Et là, il rencontre quelqu'un qui justement, on va peut-être pouvoir gérer le déficit technique par le physique. Et donc, ça va être effectivement très, très intéressant de voir ce que ça va donner et voir justement s'il peut avoir une ascension parce que y a toujours des rumeurs s'il veut continuer en flyweight ou aller en bantamweight. Mais s'il veut rester en flyweight, c'est très, très rare d'avoir un gars qui a une prédominance lutte et qui s'impose uniquement par la lutte. Qui montent dans le classement. En général, tous les flyweights, il y en a qui ont une excellente lutte, mais qui vont combler avec le pied-point parce que l'aspect scramble en flyweight est beaucoup plus élevé que dans les divisions plus hautes. Et donc, voilà, s'imposer juste avec sa lutte chez les flyweights, c'est plus compliqué que dans d'autres divisions. Donc, ça aussi, c'est un point que je vais suivre avec un grand intérêt dans son ascension à l'UFC. Au niveau des cotes, Mr. Chris. 1,31. De tête, je dis ça de tête, genre je connais par cœur. Ouais, Mokaev 1,31 favori, Durden Cody Durden 3,45, bien underdog aussi. Le pronostic, messieurs. Mokaev décision. Wow. Ouais, je vais dire moi aussi Mohamed Mokaev décision. Parce qu'en fait, par rapport à tout ce que vient de dire Chris, vraiment, évidemment, le nom qui me vient en tête, c'est Max Holloway, qui, pareil, est arrivé extrêmement jeune et qui, donc, n'avait pas sa dimension physique. Maintenant, tu sens qu'il est beaucoup plus installé physiquement. D'ailleurs, il dit que les featherweights, ça va être très compliqué. Mais, et donc, j'ai vraiment un peu cette vibe-là avec Mokaev. Espérons que ça tienne le même genre de promesse. Mais donc, ouais, je pense pas qu'il finira nécessairement beaucoup au début. On peut se tromper. Mais moi aussi, je dis décision Mokaev. Eh bien moi, je dis Mokaev par TKO au 3e round, messieurs. On avance avec un combat qui m'intéresse particulièrement, et Chris aussi est particulièrement intéressé par ce combat-là, c'est Jack Shore contre Timur Valiev. Là, j'aime beaucoup ce genre de match-up, parce que là, on est dans une situation où l'ancien champion du Cage Warriors, toujours invaincu, est mis face à un gars qui est en termes de classement de son niveau, qui lui permet de passer aussi au next level. Et là, voilà, c'est le genre de combat comme ce qu'on aurait pu avoir avec Ilia Topuria. On va vraiment savoir de quel bois il est fait, en tout cas selon moi. Chris, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les forces en présence? Alors, Jack Shore, boxeur-lutteur, et excellent pour prendre le dos. C'est vraiment, pour moi, c'est sa grande force, c'est sa capacité à venir prendre le dos et son opportunisme, que ce soit sur les étranglements arrière ou sur la recherche de TKO à forcer l'arbitre à s'interposer. Là où le bas blesse, même s'il a une très bonne boxe, c'est face à des bons kickers. J'ai pas catégorisé Timur Valiev comme un bon kicker, mais il a déjà montré une bonne capacité à saper la jambe avant dans certains combats. Et donc, ça peut être vraiment intéressant. Timur Valiev, c'est quelqu'un qui est installé à l'UFC depuis un petit temps, qui est extrêmement complet. Et ça va être intéressant de voir qui s'impose dans ce combat. Je pense que ça va y aller au grind. Ça va vraiment être un combat où les deux vont
accepter là où ça va. Ils vont un peu chercher ce qui se passe debout. Celui qui sera le moins à l'aise debout va chercher à aller en lutte. Quand un des deux va chercher à aller en lutte, l'autre va accepter. Ça va chercher le top contrôle au sol. Et en fait, c'est le genre de combat qui est très difficile à prédire parce qu'on ne sait pas savoir à l'avance qui va s'imposer dans quoi. On a vraiment l'impression qu'ils sont tous les deux très comparables dans tous les aspects du jeu. Et a priori, on sait que ça va aller dans tous les aspects du jeu. Et je pense que c'est la capacité d'adaptation qui va primer pour celui qui veut s'imposer. Et j'ai un léger pendant pour Jack Shore là-dedans. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va un peu plus réfléchir et qui va moins se laisser emporter par une direction naturelle du combat et qui va plus chercher à l'imposer. Damn. Ah bah voilà. Pas grand-chose à Pronostic. ajouter. Ah bah Alors, déjà, d'abord, déjà les cotes. les cotes de Paris. Jack Shore, underdog, à Oh 2,38. À 2,38. Valiev, Timur. C'est écrit dans l'autre sens sur Inuit. Timur, Valiev, favori automatiquement à 1,58. Wow. Ah ouais. Alors, pronostic. Eh ben moi, je vais à l'encontre des cotes de Paris. Je vais mettre ma goutte sur Jack Shore par TKO dans le 3e round. Reste. Je vais mettre Jack Shore aussi et je vais mettre décision. Et ben moi je mets Jack Shore par décision aussi. Très important à nos chers auditeurs, d'ailleurs si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Et à tous les viewers qui nous regardent, petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide beaucoup, vous le savez. Avec Chris, on va mettre en place, à son initiative, le jeu de la goutte. On va pas le mettre en place maintenant, on va le mettre en place dès la semaine prochaine et on fera les comptes chaque mois, peut-être chaque trimestre pour voir qui est le meilleur en termes de pronostics. On va essayer aussi de mettre un petit jingle chaque fois qu'on lancera les cotes pour Chris, comme ça on participera tous ensemble. Je me permets de monter, Rust, de passer quelques échelons, quelques étapes au-dessus dans cette UFC London, et puis après, une fois qu'on aura fait le tour jusqu'au main event, tu pourras revenir sur tel combat oublié, le cas échéant. Directement, moi je passe à Paddy Pimblett contre Rodrigo Vargas. Je trouve la mise en place de ce combat-là honteuse de la part de l'UFC. Vraiment, là, moi, ça m'énerve beaucoup, parce que par rapport à Luigi Vendramini, il n'y a aucune progression en termes d'adversaire. Je comprends pas pourquoi oui, c'est même une grosse régression, et je comprends pas pourquoi l'UFC fait ça, parce qu'il n'y a pas de hype en particulier. En cas de victoire de Paddy Pimblett, on aura absolument rien appris sur lui, même malgré, tu vois, tout ce qu'il dit, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient envie de l'affronter, on n'aura pas d'éléments en plus de notre côté, et s'il perd par contre, là, ce sera un gros stop pour la hype, parce que bah là aussi on pourra pas se dire, comme ce qu'il y a eu toute proportion gardée avec Yair Rodriguez contre Frank Edgar il y a quelques années de ça, où on se dit juste, bon bah effectivement il affronte un top 3 mondial, on l'a peut-être un petit peu rushé. Là je comprends pas pourquoi l'UFC a fait ça, surtout pour quelqu'un, c'est pas comme si, tu vois, Paddy Pimblett avait été hyper actif depuis son arrivée à l'UFC, et du coup ils sont dans une situation où bon, le mec a déjà combattu 3 fois, c'est l'UFC London, faut faire plaisir aux fans, et donc tu vois c'est un petit cadeau où on se dit, un peu comme quand... c'est Dan Hooker qui avait affronté Akparast où en gros il lui fallait un adversaire, on savait très bien qu'Akparast n'était pas au niveau de Dan Hooker, mais c'était aussi pour le garder actif et lui dire bon bah merci de nous avoir sauvé la mise quelques fois. Là je ne comprends pas. Rust, vas-y. Bah, déjà je partage ton désabus, je sais pas si ça se dit, mais c'est qu'effectivement en fait donc son adversaire qui est Rodrigo Vargas a Paddy Pimblett. Bah, son record il est à 12-4 et bon, il a un bon record, même si à l'UFC il a 1-2, mais dont une de ses défaites qui est une disqualification. Il n'a pas affronté vraiment de gros adversaires à l'UFC, donc il n'a pas de record clinquant. Il a 36 ans, donc c'est pas non plus quelqu'un qui représente le futur dans sa division. Il n'est pas médiatique spécialement. Donc en fait, il n'y a aucune caractéristique chez Rodrigo Vargas qui fait que ce combat-là a une dimension intéressante ou particulière. Je partage ton incrédulité parce que je ne comprends pas, à part ce côté, mais ce qui est quand même un sacré biais de loterie, quoi. À part ce côté de dire, bah, au moins, face à un gars qui est donc d'un niveau moindre, on augmente les chances d'un potentiel finish spectaculaire. Ouais, certes. Mais effectivement, en fait, tu prends beaucoup plus de risques en réalité parce que bah, on sait, tout le monde est à peu près d'accord dans le monde du MMA pour dire que Paddy Pimblett, effectivement, il est très très charismatique et il a un très bon niveau, mais
ça va être dur quand même, ça va être très très dur. Et là, de risquer, donc face à un gars qui n'est connu ni d'Ève ni d'Adam du public, qu'il perde un combat comme ça, j'avoue, je ne comprends pas non plus. Surtout qu'honnêtement, il y a quelqu'un qui combat le 26 mars qui s'appelle Mark Diakis. J'aurais bien aimé voir ce combat-là entre les deux, tu vois. Et ça aurait du sens aussi. Mais grave. Tu veux ajouter quelque chose, Rusty ? Non, parce que sinon je pars en monologue, du coup, plutôt passer la torche à Chris. Moi, j'ai une théorie. Oh. Je pense que c'est un choix stratégique au niveau business de l'UFC parce que Paddy Pimblett est le genre de profil qui va rameuter des nouveaux yeux, d'un regard neuf sur l'UFC. Et donc, qu'on lui mette quelqu'un de super fort ou qu'on lui mette un inconnu de la line-up, une victoire est une victoire pour le regard nouveau à l'UFC. Et quand on observe la carrière de Paddy Pimblett en dehors de l'UFC, il a, si je me trompe pas, de tête 3 défaites, Sorenbach, Nad Narimani et Julian Erosa. Donc, en dehors de l'UFC, à chaque fois qu'il affrontait un vrai challenge, ah non, contre Julian Erosa, il a gagné, mais c'était une split. Mais voilà, beaucoup de gens le voyaient perdre. Mais à chaque fois qu'il affronte un gros nom, on voit qu'il a du mal à réellement s'exprimer. Et étant donné qu'arrivé à l'UFC, il a fait un buzz de dingue, l'UFC s'est dit, OK, lui, il faut vraiment qu'on le conserve, qu'on ne fasse pas la même erreur qu'avec Sage Northcutt, par exemple, et qu'on le fasse grimper peu à peu et qu'on ramène un nouveau regard sur l'UFC. Et donc là, pour l'UFC, je pense que l'intérêt n'est pas de le faire grimper trop rapidement parce qu'ils savent qu'à un moment, ça va flancher. Il est dans une division très difficile. Si on fait grimper contre même Mark Diakis, je pense que c'est un combat qui est trop risqué et qui risque de couper toute sa hype parce que s'il perd contre Mark Diakis maintenant dans sa carrière, tout le monde va le catégoriser en disant c'était quelqu'un pour la hype qui n'a pas le niveau vraiment du top 20 UFC. Et donc là, je pense qu'ils vont vouloir lui mettre quelques combats avec des victoires highlight, le temps qu'il s'améliore parce qu'il est encore jeune. Et au moment où ils se disent, OK, maintenant, il a le niveau top 20, on va le faire monter vers le top 20. Donc voilà, c'est ma théorie. Comme vous dites, c'est un énorme risque parce que s'il perd contre Rodrigo, ben là, il efface toute sa hype. Mais même si on l'avait mis contre un nom un peu mieux comme Donald Cerrone ou comme Diakis, s'il perdait contre Diakis ou contre Cerrone, le résultat serait le même. La hype serait coupée. On n'aurait pas ce contre-argument de dire ouais, c'est quand même contre Diakis. On n'aurait pas c'est quand même contre Diakis. Diakis reste goalkeeper du top 20-25 de la division. Donc voilà, je pense que là, ils veulent juste le construire et lui offrir quelques highlights avant de le mettre sur des vrais challenges. C'est une théorie. Place aux cotes, Mr. Chris. Alors, Monsieur Paddy Pimblett, favori, à 1,25. Logique. Rodrigo Vargas à 3,95. Donc, c'est exactement les mêmes cotes que Jay Herbert contre Ilia Topuria. Et pronostic dans la foulée, monsieur, bien évidemment. Alors, vous jouez au poker, les gars? Non, on ne joue pas au poker. Pas trop. Ouais. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo, ils vont savoir de quoi je parle. Quand tu as une mauvaise main, et que tu sais que quelqu'un bluffe, mais que le gars qui bluffe, il met une grosse mise, tu as envie de l'accompagner juste pour montrer son bluff, mais tu n'as pas la main pour montrer qu'il bluffe, et tu es super frustré parce que tu ne peux pas y aller. J'ai la même chose avec Paddy Pimblett. Je sais qu'il n'a pas le niveau extraordinaire, mais Rodrigo n'est pas celui qui va le prouver. Et donc, je ne peux pas encore miser contre Paddy Pimblett. Donc, je vais quand même mettre Paddy Pimblett en vainqueur dans ce combat par soumission dans le début du deuxième round. Eh ben moi, je vais mettre Paddy Pimblett par KO au premier round, après encore un round apocalyptique. Je mets Paddy Pimblett par soumission au premier round. On avance, messieurs, avec le co-main event. Là aussi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Arnold Allen contre Dan Hooker. Pas en tant que... on va dire, si le combat s'était déroulé en lightweight, j'aurais été très très content. Là, c'est plutôt Dan Hooker, moi, me fait extrêmement peur. On a quelqu'un là qui descend, je pense, pour les mauvaises raisons. Et surtout, quand on regarde un petit peu les différentes informations sur son état de santé, l'évolution de son... de son taux de body fat. En gros, il était parti en lightweight, où je crois qu'il était à quelque chose comme 8%. Et que là, il se rapproche des 4-5% pour être en featherweight, c'est pas sain du tout. Et donc en soi, ce combat-là, j'aurais vraiment été content de le voir en sachant que les deux auraient potentiellement pu être au meilleur de leur forme. Et là, moi, je trouve ça vraiment dommage d'avoir ça dans une situation où c'est un peu biaisé pour Dan Hooker, qui là est quand même
assez actif dans sa carrière, qui est certes dans une mauvaise passe chez les lightweight, mais je trouve que c'est pas suffisant pour faire une descente chez les featherweight, qui était une catégorie qu'il a bien connue, et c'est pas pour rien qu'il est monté aussi. Je pense juste qu'en fait c'est quelqu'un qui a pas le niveau top 5 tout simplement, et qu'il faut aussi à un moment donné l'accepter, même si c'est très dur. Et je pense que tu vois, le combat va être biaisé par ça, et que malheureusement il va perdre, pas parce qu'il est moins bon, mais surtout parce que physiquement son corps va pas pouvoir accepter un très haut niveau d'intensité face à Arnold Allen, qui est l'un des plus gros prospects de cette catégorie featherweight. Chris ou Russ, qui s'y colle en premier? Moi, je propose de lancer Chris, mais juste après avoir dit, c'est vrai pour le côté physiquement, ça fait très peur pour Dan Hooker, mais d'un autre côté, il y a un autre gars pour lequel je pensais qu'il allait se passer la même chose. José C'est Edson Aldo. Barbosa. Oh, Bah voilà, donc deux exemples. Mais José Aldo déjà, bien meilleur exemple que Edson Barbosa, parce que donc il a eu un très très haut taux de succès en bantamweight. Mais Barbosa, pareil, lorsqu'il est descendu de lightweight, parce que lui, c'est pareil, en lightweight, il était, mais tu avais l'impression qu'il était découpé, tu sais, qu'il était sculpté au couteau. Bah, il est descendu en featherweight, donc, et ça s'est plutôt bien passé pour lui, on a l'impression physiquement. Il n'a pas perdu nécessairement en cardio ni quoi que ce soit. Donc, ça peut bien se passer. Mais après, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que c'est peut-être pas les bonnes raisons et c'est ça qui me ferait peur. Chris, Mais en fait, ouais, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Guillaume, parce que tout simplement, c'est un combat où on ne sait pas vraiment faire une bonne analyse avant, parce que tout va dépendre de comment se passe le cut et Ouais. surtout la réhydration de Dan Hooker. Je pense que si ça se passe merveilleusement bien, c'est une très bonne sélection de combat pour lui, parce que Arnold Allen est bien classé dans la catégorie et il reste très prenable, surtout quand on compare à tous ceux qui sont devant lui dans la catégorie. Et pareil pour Arnold Allen, je pense que c'est une très bonne idée pour lui de prendre Dan Hooker, parce que tous ceux qui sont au-dessus de lui, ça va être difficile pour lui. J'ai encore regardé le dernier combat de Arnold Allen contre Youssouf aujourd'hui pour un peu me préparer au podcast, et je trouve que Arnold Allen est super complet, très bon mental, très intelligent, bonne capacité d'adaptation dans le combat, mais voilà, je pense qu'il a atteint sa limite. Contre Youssouf, c'était relativement serré. Il y a deux grands moments qui lui s'ouvrent les deux premiers rounds, on va dire. Pas qu'il était mal embarqué, mais c'était vraiment serré. Et c'est ça qui lui assure, on va dire, les deux premiers rounds. Et face à un Dan Hooker, c'est quelqu'un qui est prenable pour lui. Mais encore une fois, je pense qu'à compétence, si on parle uniquement de compétence et qu'on ne parle pas de body fat, de réhydration, etc., je donne quand même un léger avantage à Hooker. Et la seule raison pour laquelle je voudrais éventuellement donner Arnold Allen vainqueur, c'est plus sur le côté. J'ai l'impression que Dan Hooker ne sera pas ultra performant dans le combat et que du coup, si ça dure plus qu'un round et demi, Arnold Allen va prendre le dessus à partir de la 3e minute du 2e round et commencer à lui rouler dessus à ce moment-là. cote et pronostic. Alors, les cotes sont très serrées. Wow. Les cotes sont très serrées. Oh. Arnold Allen, légèrement underdog à 1,97. Et Dan Hooker, légèrement favori à 1,83. Donc, on est quasi sur du pick-em, comme on dit. Beckham. Alors, prono. Chris. Moi, je vais considérer que Dan Hooker reste quand même quelqu'un de très professionnel. Il n'a jamais raté la pesée, malgré contre Nasrat Akparas, il aurait pu rater la pesée au vu des circonstances. Il n'a pas raté. Donc, c'est quand même quelqu'un, à mon avis, qui va... non plus, hein. Donc bravo. Et Akparas non plus. Et je pense que c'est quelqu'un qui va se mettre dans les bonnes conditions, qui a fait son choix intelligemment, qui avait testé, il avait testé sa descente en featherweight avant de demander à Dana White de le faire. Et donc, je pense qu'il va quand même arriver de manière performant. Il a été actif récemment. Et donc, il va pouvoir s'imposer sur Arnold Allen parce que, voilà, il a perdu contre Makhachev, mais on oublie très vite que Dan Hooker a une très bonne lutte défensive, une lutte totalement raisonnable offensive, et son pied-point est pour moi quand même meilleur que celui de Arnold Allen, donc je le vois s'imposer. À la décision quand même, Arnold Allen est très durable, donc 29-28. Moi aussi, en fait, je vois Hooker parce que j'aime beaucoup Arnold Allen, mais je suis assez d'accord, je crois qu'il est sur 4 décisions, un truc comme ça. En fait, la raison pour laquelle, même s'il est jeune et même s'il est très très prometteur, pour laquelle il n'est pas vraiment sur le devant de la scène, c'est qu'il ne finit pas beaucoup ses adversaires et il est extrêmement complet, mais voilà, on n'a pas cette impression de tueur en fait. Et ça, je pense que si le combat reste debout,
Hooker, lui, il fait mal, il fait salement mal. Et en featherweight, si jamais il arrive à vraiment bien, comment dire, si jamais physiquement il est au point, effectivement, je pense que sa puissance pourrait bien choquer Arnold Allen parce que c'est pas que de la puissance brute, il est extrêmement technique debout, Hooker. Et si le combat restait debout et qu'on a un Hooker en bonne santé, je pense vraiment que c'est délicieux à voir combattre Arnold Allen. Ce qu'il fait, c'est magnifique, mais je pense qu'il aurait, il aurait un avantage quand même. Puissance, technique, créativité, il apporte des choses qui sont inhabituelles au cœur et qui sont difficiles à manœuvrer en termes de son utilisation des jambes, sa gestion des distances, c'est les angles qu'il arrive à trouver, la pression qu'il peut mettre. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi aussi, je vais mettre Hooker, mais je vais même mettre Hooker par KO au 3e round. Oh, wow. Ouais, Eh ben moi, je mets Arnold Ouais. Allen par décision unanime. Place au main event, messieurs. Il nous reste 6 minutes. Le main event, Alexander Volkov contre Thomas Spinal. On en avait déjà parlé. Là, c'est le vrai test pour Thomas Spinal pour savoir si finalement, oui, l'espoir a-t-il l'étoffe d'un top contender. On lui met Alexander Volkov qu'on ne présente plus. Rust, est-ce que la Thomas Spinal va endosser le costume que toute l'Angleterre a envie qu'il prenne, à savoir celui de digne héritier de Michael Bisping en tant que probable futur champion? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui le côtoient, mais donc qui sont donc forcément biaisés, mais n'empêche que, disent vraiment Thomas Spinal. Quoi, tu penses à qui? Non, vas-y, je te laisse finir. Ok. Parce que, en tout cas, moi, je pensais à Michael Bisping, déjà, lui-même, mais qui disait que ouais, Thomas Spinal, en fait, que ce soit dans le talent qu'il a, les facilités d'apprentissage, sa discipline et ce qu'il peut retranscrire dans la cage, parce qu'on sait qu'il y a des tueurs à gages dans le gym, mais qui n'arrivent pas à retranscrire dans la cage, pour lui, pour Michael Bisping, en fait, vraiment, Thomas Spinal est flippant, tellement c'est le package complet. N'empêche que c'est vrai que contre Volkov, qui lui, il est connu pour être ultra retors, parce qu'il est bon partout, parce qu'il est ultra physique, parce que vraiment, à moins de le mettre KO sur un seul coup, tu t'engages dans une guerre d'attrition visiblement contre lui. En fait, je suis très curieux parce que, premièrement, on a vu que même s'il est très dangereux debout et quand il enclenche des combinaisons en pied, poing, genou, coude, à Spinal, il y a une intelligence de combat et vraiment un 0 à 100 qui est impressionnant de puissance et de technique. Mais on l'a vu aussi mis en difficulté par des gars comme Arlovski. Et ça, debout, il faut être vraiment au taquet quand même pour ne pas se laisser embarquer par Volkov. Donc, je suis très curieux. Mais je serais juste aussi très curieux de voir s'il essaye d'amener le combat au sol. Et au sol, est-ce qu'il arrive à être aussi efficace que contre tout le monde? Et c'est possible. Et je vais laisser Chris parce que là, je pense qu'il est chaud là. Ouais, pour moi, c'est le test. Franchement, ce combat-là, c'est le test. Volkov, la claire définition du gatekeeper top 5 chez les poids lourds. Bonne allonge. C'est la première fois qu'on va avoir Thomas Spinal face à quelqu'un qui a une telle allonge et qui sait gérer cette allonge. Thomas Spinal, sa chance, c'est que c'est un combattant à pression. Donc, face à quelqu'un qui a une bonne allonge, c'est la bonne stratégie. Et on a vu un Cyril Gane qui a très, très bien fonctionné avec ça. Alors là où moi, je me dis, Thomas Spinal, face à Arlovski, comme tu en as parlé, il a adapté son jeu de manière très intelligente. Je pense qu'il va venir avec une stratégie. Et quand on a vu Curtis Blades contre Volkov, la clé, quand on a du mal debout contre Volkov, c'est aller chercher le takedown. Et je pense vraiment que ça peut aller très vite comme ça. Je pense que Aspinall va vouloir boxer au début pour laisser Volkov concentrer sur l'anglaise, chercher l'amener au sol. Et si ça passe, il sera bien. Si ça passe pas, c'est ce qu'indiquent les codes de Paris. Mais je vais laisser Guillaume introduire ça pour les 2 minutes 40 qui nous restent. Vas-y sur les codes de Paris alors. Ouh là là. Alors, les codes de Paris, Alexander Volkov légèrement favori à 1,82, Thomas Spinal 1,99, légèrement underdog, parce que justement, à mon avis, c'est le cardio de Thomas Spinal qui pose grande question, et la durabilité de Volkov aussi, qui est difficile à finaliser, à part Derrick Lewis, évidemment. Sur 5 rounds, à mon avis, c'est pour ça qu'on donne un léger avantage vers Volkov, qu'on voit survivre au début et qu'on voit s'imposer à partir du deuxième.
Je laisse les pronostics à vous. Je garde le mien pour après, j'ai besoin de réfléchir. Oh, waouh. Moi, Ah. je vais. En fait, je vois aussi Aspinall comme le futur, disons, des 5-6 années à venir en poids lourd aussi. Champion, il faudra voir, mais il a toutes les capacités pour. Mais je sais pas, il est tellement complet et tellement dur, Volkov, que je vais quand même mettre Volkov. Je vais mettre Volkov par décision après un dur combat, mais je mets Volkov avec des flashs de brillance potentiellement de Thomas Pinal, mais trop rude, trop solide quoi. Volkov. Ah. Alright. Bah moi je mets aussi victoire d'Alexander Volkov. Je pense que c'est trop pour Thomas Pinal. C'est un petit peu compliqué pour moi de me prononcer sur lui parce que pour l'instant, il n'a pas affronté, à mon sens, en tout cas, des adversaires qui permettent vraiment de voir où est-ce qu'on le positionne. Et ça arrive assez souvent, en fait, ce genre de choses avec l'UFC, où on a des prospects qui arrivent qui sont ultra hypés, et malheureusement, ils se prennent, boum, à un grand retour du réel assez brutal. Et je pense que là, ça va être Alexander Volkov, ce retour du réel pour lui, malheureusement. Et cette fois, je pense qu'il va être un petit peu juste. Et donc, victoire d'Alexander Volkov par TKO au 2e round. Moi, j'hésitais entre Volkov, TKO, 4e round ou Thomas Pinal, soumission 1er round. Et pour aller à votre rencontre, je vais dire Thomas Pinal, soumission 1er round. Je vais prendre un énorme risque parce qu'effectivement, je pense qu'il n'a pas spécialement confiance en lui. Thomas Pinal qui a toujours dit qu'il voulait grimper les échelons un par un et que là, il monte en un coup de beaucoup. Donc voilà, la confiance va peut-être jouer contre lui, mais c'est à Londres, ça va aller pour lui. Je croise les doigts. Donc voilà, donc vous avez toutes les clés pour comprendre cette UFC London. On a parlé du main event. Messieurs, et notamment Rust, tu voulais ajouter quelques petites choses assez brièvement. Tout simplement, il y a un combat aussi, moi, que j'attends beaucoup, c'est Paul Craig contre Nikita Krylov, parce que j'adore l'un et j'adore l'autre. Nikita Krylov parce qu'il est trop stylé, qu'il vient du Kyokushin et que j'adore son style de combat. Pareil, c'est un peu un éternel prospect. Mais voilà, il fait mal debout. En plus de ça, il est charismatique, même s'il parle pas bien anglais, même quasiment pas. Mais surtout, ça va être l'opposition de style contre Paul Craig. En fait, je kiffe les deux humains autant que les deux combattants, donc c'est pour ça que j'adore. Mais Paul Craig, c'est Braveheart, quoi. Il a un accent écossais à couper au couteau, une barbe magnifique et un style de combat qui est spectaculaire. C'est d'ailleurs le seul à avoir fini Mohamed Ankalaev, donc je crois que c'était un triangle. Dernière seconde où Ankalaev a tapé. Et à la base, il est prof, mais là, il a décidé de se mettre complètement au MMA. Et franchement, il ne sera pas champion. Mais à chaque fois, ses performances sont vraiment intéressantes et souvent spectaculaires. Et je suis très curieux de savoir comment ils vont se manœuvrer l'un l'autre parce qu'ils ont des styles qui sont vraiment particuliers. Et voilà, juste un combat à surveiller parce que ça risque d'être fun. Yes, moi, je suis d'accord avec ça. Je dirais pas Fight of the Night, parce que je le donnerais à Allen contre Hooker, parce qu'on a oublié de le dire, mais ouais. Allen contre Hooker, ça se mélange très bien dans la cage, ça va être un super combat, donc ce serait mon pronostic pour le Fight of the Night. Mais Krylov contre Paul Craig, ça devrait être très fun. La seule raison pour laquelle ce serait pas fun, c'est que Krylov, de temps en temps, il fait des très très bêtes choix dans la cage, et il pourrait vouloir ramener au sol Paul Craig. Ou tirer la garde contre Paul Craig, il serait capable de vouloir le faire. Et dans ce cas-là, ça finirait très rapidement pour lui, je pense. Ouais. Et ben voilà, vous avez toutes les clés, messieurs. À très vite pour une nouvelle aventure. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. M'entends du % sur Thomas et Protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya.